épisode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit, sauf quand il run en trop. Autant dire que c'est mal barré. Et pour cette dernière de la saison, We'll keep on fighting till the end, cause we are the champions. C'est le titre de notre série du jour et le nom de la salle de sport dans laquelle vivent Vince et Matthew, deux frangins qui voient un jour l'ex-petit ami de Vince réapparaître pour confier la garde de leur fils que l'intéressé n'avait donc jamais vu, ce qui est toujours bien pratique. Le tout est accessible sur Netflix. Pour en parler, non pas deux champions, mais trois. Anaïs Bordage, bonjour. Bonjour. Perrine Kenson, bonjour. Coucou. Et machin, salut. Salut. Salut la France. Comment ça va la France ? Et pour que vous ayez le temps d'en débattre, exceptionnellement, pas d'infos du jour, allons directement dans le vif du sujet. Welcome to Champions, the fifth largest gym in Fort Greene, Brooklyn. You slept with my wife, and now you're gonna pay. Oh my God! Hey, sir, I'm sure there's been some kind of mistake. What's your wife's name? Deborah Kemp. Okay, so there hasn't been a mistake. Oh! Show me one woman that regrets having intercourse with me. Priya? Michael, this is your father. What? Hey. Tout est dit sur l'intrigue ou presque. Vince possède le 5e plus grand club de gym de Brooklyn. Il pécho à gogo. Il vit en colocation avec son frère Matthew. Un jour, son flirt du lycée Priya débarque avec leur fils de 15 ans, Michael, pour l'inscrire dans une école pour surdoués du quartier. Rencontre du 3e type dans cette série co-créée par Mindy Kaling. On reviendra sur son cas dans un instant. Mais avant, expliquez-moi ce qui vous séduit dans cette comédie. Eh ben, c'est enfin la première comédie en tout cas du moment, sur ce que c'est qu'être un mec, et c'est pas facile d'être un mec, ce qui est quand même rare. Aujourd'hui, on a quand même pas beaucoup ça. Je vais me faire défoncer en disant ça. Rien à foutre, je suis un rebelle, rien à foutre. Non, mais c'est un peu moi, ça, ce qui m'amuse dans cette série, c'est-à-dire que c'est trois représentations de la masculinité. Il y a donc c'est pour ça que ça s'appelle Champion aussi. Il y a tout un jeu là-dessus. C'est-à-dire ces trois mecs qui essayent. Donc il y a les deux frères, l'un qui est une sorte de sale type, en tout cas qui est un type qui avance dans la vie et qui a l'impression que finalement il ne peut compter que sur sa gueule. Il y a l'oncle qui est un gentil débile, et puis il y a surtout le gamin qui est vraiment voilà, je pense qu'il c'est the queerest guy ever, hein. C'est le gamin, il est fabuleux, quoi. Ce gamin, il est génial. Et donc ces trois représentations très diversifiées de la masculinité et racontées telles quelles, c'est-à-dire leur relation avec les femmes, leur relation avec les autres, leur relation à la concurrence, leur relation avec leur pénis. C'est plutôt très rigolo, très bien foutu. C'est pas génialissime, je me suis pas retourné par terre en regardant ça, mais en fait il y a une espèce d'inversion dans l'écriture. Je pense aussi parce que ça vient de Mindy Kaling, et il y a une écriture qui arrive justement à parler de ça, c'est-à-dire avec intelligence et subtilité, en tout cas par moment, à parler de ce que c'est que d'être un mec blanc à New York, quoi. Ou pas blanc d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ouais. Parce que Michael, pour les deux principaux. Voilà. Oui, puisque le héros, le petit Michael, effectivement, est d'origine indienne, et c'est ça qui est assez révolutionnaire. Mindy Kaling, c'est une révolutionnaire. C'était la première femme à être l'héroïne de sa propre série, à venir d'Asie du Sud-Est, et genre c'est juste quelqu'un de révolutionnaire dans la pop culture. Et là, en fait, elle refait ça avec ce personnage qui est non seulement d'origine indienne, mais qui est aussi gay et qui est out alors qu'il a 15 ans. Et en fait, il a 15 ans, je crois même qu'il en a moins, non? Oui, il avait l'air d'en avoir moins. Je crois qu'il a... Il a 2 ans, si. Non, je crois qu'il est vraiment... il a 15 ans. Ouais, c'est ça. Il fait beaucoup moins. Ah oui, fact-checking. Oui, et en fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que en plus, non seulement il est out, et comme tu disais, il est complètement fabuleux, mais en fait, sa sexualité, c'est un élément de la série, mais c'est pas le point principal de l'intrigue, en fait. C'est pas le problème du jour. Qu'est-ce que ça fait d'être gay, et est-ce que c'est dur, et en fait, on a de plus en plus des représentations de l'homosexualité dans la pop culture qui ne sont pas portées sur la tragédie. Et c'est vachement important, en fait, d'avoir une série feel good et d'avoir une série assez normale, comme tu disais, qui est sympa, qui est en fait très discrètement révolutionnaire, parce que c'est juste l'histoire de ce gamin et de sa famille et de tous les personnages un peu dysfonctionnels qu'il y a autour de lui. Et il se trouve qu'il est gay. Mais c'est pas du tout le point principal de l'intrigue. Évidemment, on en parle dans la série, mais c'est quand même pas au fil des jours, hein. C'est-à-dire, c'est
pas une série politique non plus. C'est pas. Ouais, voilà. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est bien d'avoir plusieurs représentations. Et en fait, là, l'aspect le plus important de cette représentation-là, c'est qu'il est entre guillemets normal. C'est que c'est pas le pitch, quoi. C'est pas il apprend à être gay ou il apprend à comprendre un peu sa sexualité, machin. C'est pas du tout ça. C'est sa relation avec sa famille, c'est sa relation avec ses ambitions de carrière, parce qu'il est très ambitieux pour un petit garçon de 15 ans. Deux parents, enfin c'est deux oncles hétéro-beaufs. C'est là où j'allais en venir, c'est que justement je suis d'accord avec Anaïs, c'est-à-dire que le sujet n'est pas l'homosexualité du gamin. Bon, clairement il l'est, on peut pas le cacher, il le dit très fortement, puis voilà, comme vous le disiez tous les deux, fabuleux, absolument fabuleux. C'est-à-dire que c'est queer eye en un seul personnage, hein, vraiment on a tout queer eye avec lui, et c'est très agréable. Mais ce qui est intéressant, c'est la relation, justement, c'est la parentalité, c'est-à-dire que d'un seul coup on a ce personnage, je sais plus le nom de l'acteur, qui jouait déjà dans Mindy Project, qui est pas mal, qui joue aussi dans Workaholics, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc on a ce personnage-là qui découvre qu'il est papa, et qui lui-même a ses propres, qui est lui-même un gamin, qui lui-même doit gérer d'un seul coup, se retrouve avec ce poids-là, enfin c'est-à-dire oh merde, j'ai un enfant et je dois apprendre à devenir adulte. Donc c'est-à-dire que je dois à la fois élever quelqu'un et moi-même m'élever moi, puisque je suis pas sortie de à peu près de l'époque où j'étais champion de baseball. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire une salle de gym et un coup fin. Mais tu as pas tort, parce que je crois que la tagline de la série, si je ne m'abuse, est He calls it a supporting cast, they call it family. Donc c'est clairement centré sur le personnage du mec qui doit apprendre à gérer sa paternité. Ouais. Mais c'est un peu ça la limite, je trouve, de cette série, c'est ce personnage-là, en fait, parce que quand tu le mets face à justement ce gamin qui est absolument incroyable, qui était aussi passé par Glee, et enfin voilà, qui a tout le talent qu'on imagine quand on est passé par Glee, on le met face à Andy Favreau qui joue le frère du personnage principal, qui est incroyablement qui a un charme en fait, mais absolument incroyable. C'est un personnage débile. Voilà, c'est un simplet, il est simplé, il est naïf. Voilà, mais il est aussi extrêmement bon et généreux, et il est super content d'être un oncle, en fait. Il arrête pas de dire oui, mais je suis en train de développer ma relation d'oncle avec mon neveu, et il prend ça limite plus au sérieux que le père, quoi. Et le problème, c'est qu'au milieu, le personnage qui est censé être le personnage principal, donc Anders Holm, qui est le père et qui est un peu le straight guy de l'histoire, est ultra plat, pas très bien développé. Il a pas, je trouve, le charisme nécessaire pour tenir cette série, surtout quand on le compare au reste du casting, qui est vraiment qui fait des étincelles, quoi. Et en fait, ce que je trouve très triste, c'est que Mindy Kaling, elle vient de temps en temps parce qu'elle joue la mère de Michael, mais elle est pas vraiment dans la série. Elle vient juste tous les 4 épisodes, quoi. Et en fait, à chaque fois qu'elle est là, je me dis mais cette série est tellement mieux quand elle est là, parce qu'elle a une énergie et elle fait des étincelles, quoi. Et en fait, je trouve que Anders Holm, le personnage du père, n'a pas du tout ça. De charisme. Ouais, mais vraiment. Mais paradoxalement, c'est presque moi ce qui m'intéresse le plus dans la série, c'est qu'il est entouré de personnages tous plus ou moins hors normes, plus ou moins décalés. On les a tous, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé aussi de la coach lesbienne hardcore qui est une comique. Déjà dans ce rôle-là, qui est une comique américaine. Il y a même des personnes âgées. Enfin, il y a tout le monde. Et lui, en fait, il est coincé au milieu. Il y a même des personnes âgées, mais qui sont des chouettes personnages. Mais en fait, lui, moi, il m'intéresse parce que c'est vraiment le personnage qui n'a pas de voix au chapitre, quoi. C'est-à-dire, il y a un super épisode normalement là-dessus où on lui dit c'est bon, t'arrêtes de nous faire chier, enfin t'arrêtes de parler et tout. Et donc lui, en fait, il est un peu coincé au milieu de ça, et ça rend le personnage assez attachant, et notamment sur le rapport entre justement l'hétérosexualité affirmée de ces personnages. On est quand même dans une salle de gym où il joue là-dessus beaucoup. C'est la salle de gym bien beauf, bien lourdingue, et puis ce gamin qui arrive. Et le gamin, moi je trouve, il est génial, il est très drôle. C'est quand même une manière aussi assez facile de jouer des antagonismes. C'est-à-dire qu'on a un gamin, tu dis c'est super, c'est un gamin normal, il est pas gay, il est super gay. C'est-à-dire que c'est une caricature. Il cite quand même toutes les comédies musicales de Broadway, toutes les 3 phrases. Moi, il m'a fait penser au neveu de Ugly Betty. Oui. Aussi. Mais là, il y a vraiment quelque chose. Parce qu'il n'est pas central. Enfin, c'est un peu. On sort quand même pas bien loin de ce que faisait déjà Poirot et Serrault dans La Cage aux Folles. C'est-à-dire que c'est un personnage excessif qui est drôle parce qu'il est excessif. Heureusement, Mindy Kaling, elle l'humanise un peu, et on n'est pas dans uniquement une caricature, mais c'est quand même une caricature. Oui, mais c'est aussi, enfin, c'est vraiment un pur produit Mindy Kaling, en fait. Oui. Et c'est pour ça, c'est pas. Je pense que c'est pas juste parce qu'il est gay qu'il est absolument obsédé par la pop culture et tout. C'est aussi parce que c'est le fils du personnage de
Mindy Kaling et qu'en fait, quand on connaît un peu l'univers de Mindy Kaling, il y a 18 références pop culture à la minute. Dans The Mindy Project, c'était complètement l'ouverture ça. de Mindy Project, c'était Ouais, ça. c'est ça. Elle nous citait je sais pas combien de comédies romantiques. Voilà. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est très cultivé. C'est non seulement, alors clairement, il y a une tendance dans ce qu'il aime bien, mais il est clairement tendance comédie musicale, comme tu l'as dit, c'est clairement ça. Et très pop culture. Et ce qui est assez marrant, moi j'aime bien justement, c'est que ces personnages s'enrichissent les uns des autres. Je trouve que par exemple l'oncle est très intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il se fait des fiches pour être sûr de suivre ce que dit son neveu, donc avec tous les acronymes, les machins qui balancent à longueur de seconde. Et c'est vrai qu'on est là, genre, où il explique yes, ça veut dire yes. Genre yeah, avec un certain nombre de, enfin, il est vraiment très drôle. Et ce que je trouve intéressant, ce que tu disais sur le personnage, je trouve pas qu'il soit un déficit de charisme, moi, cet acteur, parce que le père, parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a cette galerie de personnages. C'est un freak show, quand même, avec les autres. Là, il y a l'autre qui fait de la comédie musicale et mime et je sais pas quoi. Enfin, bon, il est weird. Shabazz, il est complètement weird lui aussi. Enfin, bon, et chacun est quand même, c'est un freak show à côté. Et c'est presque lui le seul personnage beaucoup plus traditionnel de l'histoire du straight guy, quoi, mais de l'histoire des séries. C'est-à-dire que c'est le mec qu'on aurait vu d'habitude au centre d'une série il y a quelques temps. Et d'un seul coup, c'est lui le bizarre, parce que c'est lui qui n'a pas de particularité. Ça, c'est plutôt très chouette. Et je trouve que cette inversion où justement lui doit trouver sa voix, sa propre particularité, c'est ça qui moi m'intriguait dans ce personnage. Et d'un seul coup, je me disais c'est lui le weirdo. C'est lui le weirdo. Ah oui, et c'est pas du tout quoi. C'est comme si Parks and Rec, l'héroïne de la série, c'était Anne Perkins quoi. Ouais, ça c'est enfin tu vois, c'est pour moi c'est vraiment. Mais on l'adore parce qu'elle est là de temps en temps pour faire la straight guy aussi. Mais si tu la mets au centre du truc, ça tout de suite ça devient un peu plat quoi. Tu disais que Mindy Kaling était révolutionnaire. Moi, je trouve que c'est ça le geste révolutionnaire aujourd'hui, c'est d'inverser des personnages excentriques, décalés, des minorités. On en a plein les séries aujourd'hui. Et justement, elle a une sorte d'inversion. Alors effectivement, il y a toujours ces personnages-là, mais elle oublie pas celui-ci aussi. Et c'est pour ça que je le trouve plutôt attachant. Il y a un épisode assez chouette où notamment le gamin doit faire une rédaction pour raconter comment il se lève le matin. Et il dit dans la chambre de mon père, il y a des meufs qui sortent tous les matins, des trucs différents et tout. Et il y a une sorte un petit côté slut shaming à un moment où on lui dit c'est pas bien ce que tu fais et tout. Et en fait, la série dit, en fait, non, je suis un mec, j'ai le droit de draguer, c'est plutôt pas mal, on va faire attention parce qu'il faut pas non plus en faire trop. Il y a aussi un discours inversé là-dessus que je trouve plutôt amusant et qui donne la parole et qui donne aussi une identification à des personnages qu'on oublie aussi, puisqu'il existe des straight white men à New York. C'est vrai qu'on en a vraiment tellement peu dans la culture populaire des straight white men que mal qu'on en ait ça fait du un bien petit quand peu. même, hein. Non, mais c'est bien qu'on en ait un petit peu là. Ça commence à manquer, quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on en ait là dans cette série au milieu de tous les personnages. C'est-à-dire qu'ils interagissent les uns avec les autres. Bien sûr que ce personnage-là, il est caricatural, sauf que ce qui est amusant, c'est que sa relation avec son fils, c'est pas une relation problématique. Il y a 20 ans dans une série, c'était mon fils est gay, je sais pas comment le gérer. Là, au bout de 3 phrases, c'est géré. Ce qui montre aussi que ces personnages-là sont aussi des personnages. C'est ça qui est génial. C'est ce qu'on disait, c'est que l'homosexualité de son fils n'est pas du tout un sujet entre eux, quoi. Ouais, voilà. Et ça, c'est génial parce que c'est un peu, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc, on a besoin de ces personnages-là aussi qui sont positifs et c'est un mec bien, en fait. Ça manque aussi parfois d'avoir des mecs bien. Il découvre qu'il est un mec bien, et c'est ça qui est intéressant. Et comme le gamin, moi j'aime beaucoup, c'est un gamin qui est très comme il a un peu de tête à claque, mais justement, moi je trouve que plus la série, enfin, il n'y aura qu'une saison, mais plus la série avance, plus il s'humanise totalement dans ses relations amoureuses. Moi, quand il tombe amoureux du mec de sa classe ou de la classe du dessus, je sais plus trop quoi, et puis que il se pose des questions de comment je lui dis qu'il me plaît, machin et tout, puis que l'autre c'est un espèce de gros relou, enfin quand même rarement. On sent que tu parles de toi là. Oui, je me suis vachement identifiée moi à ce gamin, enfin vraiment. Non mais voilà, mais je trouve que d'un seul coup on n'est pas du tout dans d'un seul coup on est dans les problématiques d'un adolescent de 15 ans. Exactement. Et moi ça m'intéresse. Comment vous expliquez que la série soit pas renouvelée en fait ? Parce que là, il y a une saison qui est disponible sur Netflix, il n'y en aura pas d'autres, alors qu'a priori, la série est très dans l'air du temps. Ce que vous en racontez est plutôt attractif. Elle n'est pas dans sa forme, en fait. J'ai l'impression qu'elle a un rythme... On s'attend presque à avoir des réenregistrés, en fait. Et bizarrement... C'est qu'il y a un rythme sitcomesque. Mais je me suis demandé si. Et je me suis demandé pourquoi ils l'avaient pas. Peut-être qu'avec des réenregistrés, le discours aurait été peut-être plus clair. Mais je pense qu'ils n'ont pas osé parce que c'est une forme très compliquée. Et c'est peut-être pour ça que quand on regarde ça, on se dit ça a un rythme de sitcom. En même temps, ça aborde des thématiques qui sont pas forcément celles attendues de la sitcom. Donc voilà, il y a un truc un peu bâtard qui fait qu'à mon avis, le public a pas suivi.
Ouais, c'est exactement ça. Surtout, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Enfin, sincèrement, au bout de la fin de la première saison, c'est-à-dire que, ok, on a toute une galerie de personnages, mais ils sont un peu tous, ils ont leurs caractéristiques et point. Je vois même pas des masques comment on peut les faire développer davantage, développer les interactions entre eux parce qu'ils en ont déjà plein. On voit arriver gros comme un camion des stéréotypes de série, genre le père qui finit avec la comptable parce que d'un seul coup il se découvre que elle est cool et puis elle est mignonne. J'avais pas vu depuis le début, je faisais rentrer des petites meufs et j'avais pas vu qu'elle était là. Enfin, ça donne de l'espoir au comptable. C'est pas mal. Beaucoup, oui. Tous les gens qui aiment les pulls en mohair, enfin, j'en sais rien, mais juste il y a un truc. Voilà, je trouve qu'en fait, finalement, la série a fait un peu le tour de ce qu'elle avait à dire, et je pense que prolonger ça, on serait rentré dans des gimmicks, dans des trucs vu et revu, puisqu'encore une fois le milieu du club de sport, il y a plein de séries, il y a plein de séries cette année sur ça, il y a eu un truc sur le fitness aussi. Non mais il y a une série sur le fitness aussi, Let's Get Physical, qui n'a pas marché. Enfin, on tente, je sais pas, il doit y avoir un boom quand même. Oui, voilà. Mais le lycra est pas fait pour tout le monde, hein. Mais voilà, ils ont du mal à développer ça aussi. Le truc du club de sport, c'est pas très intéressant, les intrigues sur le club de sport. Donc Champions, c'est disponible sur Netflix et je vous propose que nous parlions un petit peu de Mindy Kaling, et ce grâce à un subterfuge, ou juste un extrait en fait. There are so many things you have to worry about when you want to become a famous singer. I totally get what Tina Turner was going through. It's like with Oscar's blog, the Subtle Sexuality blog, and Aaron's Subtle Sexuality fan blog, I'm already worried about overexposure. If I do Gabe's podcast, will people say, is she a singer or does she just want to be famous for the sake of being famous? What I need is like an Ike Turner to help me make decisions. Extrait de The Office, dans lequel on a pu donc voir et entendre Mindy Kaling, qu'on a vu aussi dans The Mindy Project, et bientôt à la tête de 4 mariages et un enterrement, la série. On en parle quand même de la carrière de cette jeune femme. Tu l'as dit, Anaïs, révolutionnaire pour tout un tas de choses, mais pour autant révolutionnaire et efficace, ou juste révolutionnaire? Ah non, les deux. Moi, je pense que elle est passionnée de comédie romantique, donc 4 mariages, un enterrement, let's go, quoi. Faut voir ce que ça va donner en série quand même. Hein. Moi, j'attends de voir. Il y a 5 épisodes, il y a 4 mariages et un enterrement. C'est comme 5 séries. On va voir 5 épisodes. Pourquoi cet accent? Je sais pas. Hyper discriminatoire. Oh, bon, dis donc. Faut vraiment qu'on parle de discrimination. C'est comme ça que parle Mindy Kaling. Non, mais enfin, en fait, elle a une carrière assez impressionnante, je trouve. Elle a d'ailleurs écrit des livres dessus pour expliquer un peu. Et c'est vrai que dans The Office, elle écrivait, elle jouait un petit peu. Et puis The Mindy Project, c'était vraiment l'idée de reproduire le personnage de Steve Carell dans The Office, mais version féminine. Donc c'est un personnage qui est ultra problématique, qui est un peu con, mais qui en même temps est super attachant. On sait pas pourquoi on s'y attache, parce que franchement, elle dit tout le temps, elle dit tout le temps de la merde. Elle est superficielle, mais en même temps, elle est aussi très compétente dans son travail. Et donc c'est un personnage féminin comme on n'en avait pas vraiment vu avant. Et donc, et en plus, il y avait dans The Mindy Project toutes ces références aux comédies romantiques. Là, on a des références à la pop culture dans Champions. Donc, pour moi, la progression est assez logique. Je la vois complètement. Après, on l'a aussi vu dans le film d'Ava DuVernay de Disney, A Wrinkle in Time. Voilà. Pour elle. Mais non, moi, je la vois bien. Je la vois bien continuer sur cette trajectoire-là. Je pense qu'elle est assez faite pour ça, pour les trucs référentiels, en fait. Je trouve qu'elle aime bien ça. Ouais, je suis assez d'accord sur le côté révolutionnaire, et en même temps, le problème de Mindy Kaling, c'est que c'est une bonne élève, en fait. C'est-à-dire qu'elle a un truc très carré, très écrit, très, je vous mets des petites références à la pop culture. Ça manque un poil de folie. Moi, ce que j'aimais beaucoup Mindy Project au début, et après, je me suis vraiment ennuyé. J'ai vraiment trouvé que ça tournait en rond, qu'elle savait plus comment se dépatouiller de tout ça. C'est-à-dire qu'elle a des intuitions, elle a des trucs, et c'est pareil, je trouve, dans Champion. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose de très appliqué, et une fois qu'elle a son univers, elle a tout ça, elle n'arrive pas elle a pas, par exemple, si on la compare, mais la comparaison n'est pas raison, c'est avec Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge a quelque chose de plus dingo, de plus subversif. Elle essaye d'être subversive dans le mainstream, et donc elle est un peu coincée, et j'ai l'impression que justement, on parlait de ses sorties cinéma, elle a fait donc le film d'Ava DuVernay, elle a fait également Ocean's 8 récemment, qui sont quand même pas 2 grandes réussites, et elle est un peu coincée dans une sorte de féminisme, d'étendard féministe, où elle n'arrive pas à justement faire péter ce carcan-là, et donc on l'attend, en fait. Peut-être qu'on l'attend trop. Qu'on la laisse tranquille. Non, mais j'ai l'impression qu'elle manque peut-être, encore une fois, un poil de folie pour que ce soit vraiment fascinant à chaque fois.
C'est surtout que je préfère. J'aime beaucoup Mindy Project. J'ai regardé jusqu'à la fin. Je pense que je suis partie des rares personnes qui ont regardé en entier Mindy Project. Tu veux une médaille ? Ouais, s'il te plaît. Et mais en fait, c'est quand elle se met tellement au centre. Tu vois, elle m'intéressait vraiment dans The Office parce que elle était là par petites touches, etc. Et qu'elle écrivait et c'était très sympa. Et The Office, best série ever. Pardon, aussi. Oh. Comment dire. Et Champions m'intéressait aussi parce qu'elle était là par petites touches. En fait, quand elle est au centre. Encore une fois, c'est très intéressant, comme tu le disais, c'est vrai, c'était la première fois qu'on avait ce personnage féminin qui se jouait et qui venait d'Asie du Sud-Est, et moi je trouve que ça c'est vraiment super. En revanche, au bout d'un moment, il y a un too much avec elle me fatigue, elle se met trop en avant, et il y a un côté vraiment, laisse exister les personnages qui sont autour de toi, parce que tout ne peut pas être que sur toi. Et ce qui était intéressant dans Champion, elle m'intéressait, Champion, parce que justement, c'était pas elle le centre. Mindy Kaling is the new Jonathan Cohen. Pardon, c'est pas vrai parce que moi j'aime bien le voir tout le temps. Mais on l'embrasse. Mais moi j'aimerais bien le voir suite plus à une souvent. Conversation. Tout le temps, plus souvent. On s'est fait une mission de citer Jonathan Cohen le plus souvent possible en fait. Voilà. Mais voilà. Et dîner, on peut en reparler, Jonathan. Et donc l'enfer. Non mais donc voilà. Et je suis curieuse sur cette série-là parce que je me dis. 4 mariages en ce qui est intéressant, c'est la pluralité des personnages et qui sont tous plus atypiques les uns que les autres. J'ai hâte de voir qui va être le prêtre dans ce truc-là. Ou bien peut-être que ce sera pas le prêtre, ils vont faire ça autrement, c'est ça qui va être super. Ricky Gervais. Ah oui, je prends. Mais on est bien d'accord que c'est un faux. Enfin, c'est 4 mariages en enterrement, ça va être 2 mariages et puis après ça va partir sur une comédie romantique. Elle va pas faire un mariage. Non, mais oui. Non, c'est rien. Moi, je prends le titre de manière très littérale. 4 mariages en enterrement. Donnez-moi les. Comment elle s'appelait la chanson de 4 mariages? On arrête de chanter parce qu'on n'est pas compétent pour ça. Et si je vous demande chacun rapidement une reco, car vous êtes 3, d'où le rapidement. Et ben moi je vais faire une reco 100% mec hétéro blanc. Ça s'appelle MASH de Robert Altman. Oh là 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 là. Ah oui, effectivement. Une série télé des années 70-80 qui racontait ça en fait, mais qui est dans l'époque, qui était une série là pour le coup qui était extrêmement subversive à l'époque et qui est à peu près l'une des séries qui a réalisé le plus grand taux, la comédie qui a réalisé le plus grand taux d'audience à la télévision à l'époque. C'est vraiment un contrepoint, alors vraiment très loin de Champion, mais j'ai l'impression qu'il y a une filiation à ça, c'est raconter ce que c'est que ces mecs entre eux qui vivent des trucs complètement masculinistes. Complètement masculiniste. Non mais MASH c'est un super film. C'est un super film et Robert Altman c'est un grand metteur en scène et la série était improbable, très bizarre, très subversive, presque un peu à la Monty Python par moment avec des gags débiles. C'est une curiosité. Moi, je mettrais la série de Ryan Murphy, The New Normal, ce qui avait connu aussi une seule saison, avec Justin Bartha notamment. Et ce qui était intéressant, c'était que donc voilà, c'était un couple gay qui voulait avoir un enfant et qui faisait appel à une mère porteuse et vivait recréer une sorte de famille en fait. Il y avait une sorte de famille à 3 avec aussi la gamine de la mère porteuse, etc. Et en fait justement ça portait bien son titre, The New Normal, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la famille d'aujourd'hui, comment on crée une famille, comment on compose une famille, et est-ce que la famille c'est parce qu'on est lié par les liens du mariage ou comment ça fonctionne en fait. Et pareil avec la parentalité, comment on apprend à devenir parent et tout. Donc je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes. J'ai failli faire une grosse connerie. Similité. Ouais, j'étais partie là-dessus. Ouais. C'est le bordel dans sa tête. Donc voilà, beaucoup de similitudes entre ces deux séries qui je trouve très très positives sur la manière d'aborder la famille et la parentalité. Donc voilà, The New Normal qui est malheureusement encore une fois n'a connu qu'une seule saison. Et avec qui c'était Justine Bartha et Josh. Le mec était dans Book of Mormon. C'est ça. Ouais. Je regarde Anaïs qui est pop culture et elle voit pas Josh Radnell, dans Girl. Ah non. Andrew Reynolds. Oui. Andrew Reynolds. Voilà. Anaïs, une petite série masculiniste à nous proposer? Oui, évidemment. Pour les vacances. Moi je voulais proposer une petite série très rigolote parce que Mindy Kaling nous fait bien rire, mais je trouve qu'elle a un humour parfois un peu on se poile bien, mais comme tu disais, on se roule pas par terre en pleurant de rire quoi. Je sais pas ce que vous voulez faire dans votre vie. Globalement, Anaïs veut se rouler par terre. Ah moi si je me roule pas par terre, c'est un non direct. Ça doit être chiant pour regarder parce que tu roules, tu te relèves, tu roules, tu te relèves, c'est chiant. C'est pour ça c'est en un fait, peu comme les parents c'est les parents de Peppa Pig dans Peppa Pig en fait. C'est une référence que seuls les parents peuvent comprendre si vous avez vu le générique. On est plus là. Voilà, très bien. Ça, Dora. On y va. Oui, non, Dora, c'est saut 1990 quoi. C'est trop, c'est un peu. Vas-y Anaïs, excuse-moi. Je voulais recommander Party Down, qui est une série qui pour le coup vous fera vous rouler par terre. C'est une série de Rob Thomas, donc le créateur de Veronica Mars. Donc il y a beaucoup d'anciens de Veronica Mars qui sont dans cette série. Et c'est juste sur une bande
de serveurs, enfin d'un groupe de traiteurs en fait, qui vont à des soirées et qui servent les gens et qui sont tous des paumés dans leur vie, qui sont absolument déprimés. Mais bizarrement, rigolo, comme ça, hein. Mais bizarrement, c'est très très drôle. Et là, elle se roule. Là, elle se roule. Ah, des paumés. Ah là là. Ah, l'échec. Ah, la déprime. J'adore ça. Ça a l'air bien. Je m'identifie beaucoup. Mais non, mais. Voilà, donc c'est. une émission de dépressif. Mais il n'y a pas cet acteur génial qui était dans Parks. Si, Parks and Rec, Adam Scott. Oui, voilà, Adam Scott. Et il y a Ken Marino qui jouait le détective absolument horrible dans Veronica Mars, qui joue un mec absolument débile dans Party Down. Et c'est juste à pleurer de rire. Il y a 2 saisons, donc ça passe très très vite. Et c'est aussi feel good que les séries de Mindy Kaling, mais un peu plus cynique, quoi. Merci à tous les 3. Et je pense qu'il était vraiment temps que cette saison se termine, vu le degré d'agacement sur cette émission et de n'importe quoi. Merci beaucoup Anaïs Bordage, merci Ronan Cros, merci Perrine Kenson. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous à la rentrée et bel été à tous. François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour John Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback. Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art. Avec Antoine Cyr et Antoine Julien et sur toutes les applications podcast.